La troisième cohorte du service national des jeunes sous le drapeau national. L'instant est présidé par le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, qui invite les 784 nouveaux fonctionnaires à ne pas tomber dans la facilité et à se servir des valeurs inculquées lors de la formation tout au long de leur parcours professionnel. L'actualité, c'est aussi l'inauguration du nouveau siège de la cellule nationale de traitement des informations financières par le ministre de l'économie et des finances. Situé au quartier du fleuve, l'infrastructure a été réalisée à plus d'1 milliard de nos francs. Au centre de la chronique Un jour une formule de ce jeudi, l'un des pères idéologiques du panafricanisme les plus audibles et crédibles. Il s'agit de Cheikh Anta Diop. Il est ciblé par Sory Ibrahim Keïta au moment où l'indépendance totale de l'Afrique marche, mais péniblement. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à vous. Merci et bienvenue dans ce journal. La troisième cohorte du service national des jeunes SNJ a été présentée ce matin au drapeau national. C'était à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire sous la présidence du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Les 784 nouveaux fonctionnaires auront un rôle de premier plan dans l'obtention du nouveau type de Malien souhaité par les autorités de la transition. Mamadi Koni. Après 6 mois de formation militaire obligatoire, les 784 admis à la fonction publique d'État sont présentés au drapeau national. Le président de la transition qui préside la cérémonie procède à la revue des troupes après l'exécution de l'hymne national. Pour arriver à ce jour, les nouveaux fonctionnaires ont suivi une formation militaire au camp des Bafou dans la région de Ségou. Ces recrues ont été formés au savoir et savoir-faire des matières clés telles que la tactique, la topographie, l'armement, le règlement du service dans l'armée, pour ne citer que celles-ci. Elles ont aussi appris à connaître, à aimer et à comment servir loyalement leur pays à travers un programme d'instruction civique. Elles ont également reçu toutes les informations relatives au code de conduite, à l'éthique et à la déontologie d'un fonctionnaire de l'administration publique à travers des modules de socialisation. Le directeur général du SNJ souhaite par ailleurs la construction du nouveau siège de la structure, celle du centre de formation ainsi que l'amélioration des conditions de formation. Dans son témoignage, le président de l'amicale des anciens du service national des jeunes a salué sa reprise après 25 ans d'interruption. S'inspirant de la devise du service national des jeunes, apprendre, servir et défendre conformément à ses objectifs. L'AMA SNJ œuvre à apporter sa part de contribution au développement de notre pays. L'AMA SNJ constitue un creuset qui prolonge les missions du service national des jeunes en fortifiant l'esprit civique et citoyen pour inspirer les jeunes générations. Des cadres valeureux, anciens du service national des jeunes, ont servi et continuent de servir avec loyauté, vaillance et engagement. En décidant de reprendre le service militaire obligatoire des admis à la fonction publique d'État en mars 2021, le président de la transition a pris une décision de haute portée qui a été exécutée avec honneur et conviction. Par les services militaires obligatoires, il s'agit de développer chez l'agent public les qualités, les aptitudes et les réflexes nécessaires à la bonne exécution de sa mission de service public. Il s'agit aussi et surtout de cultiver les vertus de l'éthique et de la déontologie, l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme, le sens des valeurs et surtout la défense de la patrie, toute qualité humaine susceptible de mettre en exergue l'ensemble des dimensions de la citoyenneté. Il s'agit enfin de parvenir à façonner des citoyens modèles susceptibles de répondre aux besoins de l'administration publique et d'assurer sa défense. Après avoir accompli leur service obligatoire pour servir la patrie avec honneur et dignité, le major de la 3e cohorte, Boubacar Ali Touré, technicien supérieur des travaux publics, et ses compagnons sont désormais appelés sur le terrain de la construction nationale. Un défilé des forces de défense et de sécurité et des éléments du service national des jeunes a mis fin à cette cérémonie de présentation au drapeau national.
Après avoir salué le gouvernement pour la bonne organisation des différents concours d'entrée à la fonction publique, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est réjoui d'avoir respecté un engagement tenu en 2021 pour la reprise du service national des jeunes. Nous l'écoutons au micro de Mamari Koné. Je tiens à féliciter le gouvernement pour tous les efforts déployés de la préparation du concours jusqu'à la formation commune de base. En présentant ce matin au drapeau national, emblème de la patrie, ces jeunes recrues de la fonction publique, nous ne faisons que lier l'acte à la parole. Il y a de cela 10 mois, j'annonçais ici, sur la même place, que désormais tous les admis à la fonction publique vont suivre une formation militaire pour une période de 6 mois avant de rejoindre leur poste. À travers cet acte, les autorités de la transition viennent de passer un nouveau cap qui est la création de la réserve pour la défense de la nation. Aussi, je n'ai aucun doute que cette nouvelle génération de fonctionnaires saura se surpasser et impulser une nouvelle dynamique de performance de notre administration publique. Et ce processus sera maintenu pour les futurs recrues de la fonction publique. Et en guise de conseil, je les demande de ne plus tomber dans la facilité. Il les appartient désormais de préserver les acquis de la formation militaire, qui est la discipline, la ponctualité, la rigueur et surtout la loyauté. Aussi, il les appartient désormais de défendre les 3 principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Bon courage et bonne chance pour les futures carrières, que l'aventure commence. La fierté et la satisfaction, ce sont les sentiments qui animent les 784 nouvelles recrues de la fonction publique qui viennent de boucler 6 mois de formation commune de base dans le cadre de leur formation militaire obligatoire. Ce sont les citoyens imprégnés des valeurs d'intégrité, de loyauté et de responsabilité qui vont être déployés pour servir l'État. Bemba Sibi et Taeba Diawiakoui. En rang serré dans un mouvement d'ensemble, les 784 recrues de la fonction publique de l'État qui viennent de boucler leur formation militaire obligatoire entonnent fièrement un chant de bravoure devant le chef de l'État. Ces hommes et femmes ont appris 6 mois durant les rudiments militaires tels que le maniement des armes, mais aussi le code de conduite d'un fonctionnaire et plusieurs autres valeurs indispensables à l'exécution de leur mission de service public. La rigueur, le vivre ensemble, la solidarité. Là, vraiment parce qu'il y a des moments, c'est pas du tout facile. Mais entre classes, on se serre les coudes. Nous avons appris la rigueur, la discipline surtout. Et le bon travail en gros. Nous sommes prêts à servir la nation. On a pris les démontages et les remontages des armes et on a pris aussi l'école du soldat. Cette formation, dans un premier temps, nous a appris la cohésion, l'entraide et même le fonctionnement de notre armée. Nous avons appris énormément de choses, le sens du devoir, l'honneur, la loyauté envers la patrie, la ponctualité, et de nombreuses autres valeurs qui pourront nous permettre d'assurer de façon efficace notre service en tant que fonctionnaire de l'État malien. J'avoue qu'au début, ça a été très difficile parce qu'on ne savait pas à quoi on s'attendait. Donc c'était quelque chose de nouveau pour nous. Et Dieu merci, à notre arrivée, malgré les difficultés, avec l'accompagnement des encadreurs, nous avons pu nous y adapter. Ces jeunes recrues sont désormais aptes à servir, voire défendre la nation en cas de nécessité. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté qui anime les membres de la 3e cohorte du service national des jeunes. C'est vraiment une fierté pour moi et pour tous mes camarades aussi. Certes, ça a été une formation pas du tout facile, mais alhamdoulilah, Dieu merci, la formation s'est bien passée. La joie, la satisfaction et le bonheur
et la fierté d'avoir accompli 6 mois de dur labeur. Et déjà, juste après l'arrêt du service national de jeunes et que notre promotion soit la première, alors c'est vraiment un sentiment de fierté. Ce premier contingent de fonctionnaires ayant effectué la formation commune de base militaire est composé de 539 hommes et 245 femmes. Au terme de cette formation militaire, l'heure est à la détente avant la prise de service dans leurs corps respectifs. Voilà, vous venez de constater le service national des jeunes renaît de ses cendres après un long moment d'interruption. Cette renaissance du SNJ donne l'espoir que le défi du renouveau peut être relevé. Tamsir Djabaté. Il y a de cela 4 décennies que le service national des jeunes a été institué. Nous sommes en 1983. C'est là pour apprendre, défendre et servir la patrie loyalement. À cette époque, 2 contingents réguliers et spéciaux ont été formés pour un effectif de 6635 éléments. Et 25 ans après son interruption en avril 1991, le service national des jeunes renaît de ses cendres de la plus belle manière. Et cette fois-ci avec le mot obligatoire. Désormais, tous ceux qui seront retenus pour la fonction publique passeront par ce processus avant de rejoindre leur lieu de déploiement dans le cadre de l'administration. De la parole à l'acte, seulement 10 mois après l'annonce, voici le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, à la place d'armes du génie militaire pour la présentation au drapeau de 784 admis à la fonction publique de l'État ayant accompli leur service militaire obligatoire. Les désormais citoyens modèles l'attestent dans un mouvement d'ensemble qui forme un bloc unique pour l'unité et des voix d'assurance prêtes à défendre la patrie. Et le major de la 3e cohorte, Boubacar Aliou Touré, réaffirme l'engagement des siens devant le chef suprême des armées. Le major de la promotion. Numéro matricule 008707. Le service national des jeunes désormais obligatoire est salué et apprécié par l'amicale des anciens du service national des jeunes qui ont servi et continuent à servir loyalement le Mali. Grand sentiment de fierté puisque de tout le temps nous avons œuvré pour la reprise de ce service national des jeunes. Parce que nous savons quelle est la portée et quelle est l'importance. Avec cette nouvelle reprise, ça, tout va rentrer dans l'ordre. Les gens seront à l'heure et puis vraiment la discipline sera dans le service. Ce matin, je suis animée de joie, de fierté, de bonheur et voir qu'il y aura de nouveaux qui vont succéder à nos différentes sections. Je le dis et je le répète, je suis vraiment fier que le SNJ ait repris, puisque on le constate. La crise actuelle que traverse le Mali, je parie bien que si depuis 1991, depuis notre sortie jusqu'à présent, si ça continue, je suis certain et sûr qu'on n'aurait pas cette crise, ou du moins la crise n'aurait pas atteint cette dimension. Et l'on se souvient le 2 août 2022, les 784 admis à la fonction publique sont partis à la formation militaire obligatoire avec l'engagement de servir la patrie, comme c'est le cas de Abdoulaye Diabaté, le vendeur de coco désormais fonctionnaire. Et il retourne avec plus d'engagement et d'amour pour la patrie. On a même plus que ça aujourd'hui, parce qu'on a été formé physiquement, moralement, pour servir l'État avec l'honneur et dignité. Oui, la fin de la formation, surtout militaire, est un jour de joie et de retrouvailles avec la famille. Des sceptiques et réticents au départ, mais au finish donnent raison aux décideurs que pour la patrie, aucun sacrifice n'est de trop.
au fait, j'ai un sentiment de grande joie pour le président de la transition. Je pense que cette initiative du président est vraiment la meilleure parce que ça donne un engouement pour le pays. Je suis très fier de ma femme aujourd'hui, de par son courage et puis son abnégation à faire la formation au niveau de Bafo pendant 6 mois. Si l'État a besoin que ma femme aille défendre la patrie, je donnerai mon accord sans équivoque. Aussi, qu'il y ait un niveau d'unité autour du Mali, comme l'indique notre devise. Parlons à présent de l'inauguration du nouveau siège de la cellule nationale de traitement des informations financières CNTFAM située au quartier du fleuve. L'infrastructure a été réalisée à plus d'1 milliard de francs CFA. Noum Sissoko. C'est un immeuble flambant neuf avec 5 niveaux qui sert désormais de siège à la CNTIF, cellule nationale de traitement des informations financières. Cette bâtisse sise au quartier du fleuve est construite sur près de 910 mètres carrés. Elle comporte 26 bureaux, 2 salles de réunion, un restaurant, un bureau de sécurité, un poste de contrôle et de nombreuses commodités. Le ministre de l'Économie et des Finances a inauguré l'infrastructure et a effectué une visite guidée. C'est au cours de l'année 2017 que les travaux ont démarré. Ils ont coûté au budget national 1,96 milliard. Les réalisations vont améliorer le cadre de travail des membres et du personnel de la CNTIF et sont de nature à augmenter leur rendement. En effet, ce nouvel immeuble est disposé et doté d'espaces de travail adaptés à la sensibilité et à la confidentialité des dossiers qui sont traités ici, ainsi que de salles multifonctionnelles. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, cet effort du gouvernement s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la CNTIF dans sa lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Je classe cet événement dans le cadre des mots que le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a toujours évoqué, notamment de faire une lutte implacable contre le terrorisme et une lutte implacable contre le blanchiment des capitaux. Donc mettre la CNTIF dans les conditions meilleures de travail ne peut être que réjouissant pour moi, étant entendu que la CNTIF est une structure qui relève de mon département. Donc je félicite les autorités qui ont pu faire de telle sorte que cet événement soit une réalité aujourd'hui. J'invite les agents de la CNTIF à en faire un bon usage. La CNTIF a pour mission le traitement et la transmission d'informations en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 7e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de l'insémination artificielle animale. Pour cette session, un certain nombre de documents sont soumis aux administrateurs dont le rapport annuel de performance 2022. Fadema Keita. Dans son élan d'amélioration des productions animales par l'utilisation des techniques de l'insémination artificielle et le transfert d'embryons dans le cadre de la vulgarisation des espèces, le Centre national de l'insémination artificielle animale CNIA a, courant 2022, réalisé plusieurs de ses activités programmées. De 2015 à nos jours, nous avons pu inséminer plus de 70 000 vaches et cela a conduit à la naissance vraiment des produits qui sont actuellement en production laitière sur une bonne partie du territoire malien. Après 5 années de mise en œuvre, le programme national d'insémination a engendré des progrès sensibles. Des augmentations de production laitière de 2 à 15 litres par jour et par vache ont été obtenues chez les demi-sang Montbéliard et demi-sang Holstein dans la plupart des fermes encadrées par le Centre national d'insémination artificielle animale. Plus de 10 000 grands éleveurs sont bénéficiaires de l'insémination artificielle animale. 78 inséminateurs ont été formés, organisés, équipés et installés dans les bassins laitiers. Pour aller au-delà et atteindre les perspectives assignées, les administrateurs doivent procéder à une analyse judicieuse des documents comme le projet de contrat de performance 2023, les rapports d'activité 2022 et j'en passe. Autour de la programmation 2023, le CNIA envisage l'insémination de 18 000 vaches dans les bassins laitiers, la formation de nouveaux inséminateurs,
pour couvrir d'autres bassins de production, l'organisation des journées d'information et de sensibilisation à l'endroit des agro-éleveurs et le renforcement des capacités des organisations professionnelles d'éleveurs pour une meilleure appropriation des activités d'insémination artificielle et leur prise en charge. Ces perspectives ne sauraient combler les aspirations sans une recherche de solutions aux difficultés de l'heure, précise le directeur général. Difficultés qui ont pour nom l'insuffisance de financement, le retard dans la construction des infrastructures de collecte de sperme et de production des semences des races bovines locales dans le cadre de la conservation. La filière bétail-viande du Mali tient à Bamako sa deuxième assemblée générale ordinaire. Le bilan de l'exercice écoulé et les perspectives sont au menu des travaux. La rencontre réunit les délégués de toutes les régions du Mali et les partenaires de la filière. Batraoré. Les membres de la filière bétail-viande du Mali se félicitent du bilan de leur fêtière qui vient de boucler sa toute première année d'activité. Malgré son jeune âge, l'interprofession de la filière bétail-viande du Mali a déjà beaucoup d'acquis. Elle a élaboré un plan d'action stratégique qui se décline en 3 programmes, dont le programme phare est la professionnalisation des acteurs et des services aux membres. Elle s'est affirmée depuis l'Assemblée générale constitutive comme une instance de représentation institutionnelle des acteurs de la filière bétail au sein des cadres de concertation et des décisions concernant le secteur élevage au Mali. Ce bilan est le fruit de la franche collaboration avec l'État et des partenaires comme le PACAO Mali, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agira pour PACAO d'accompagner les acteurs de cette filière bétail-viande, premièrement pour développer un label Viande du Mali. Ensuite, il s'agira effectivement de renforcer les capacités des acteurs de filière pour effectivement pouvoir avoir des produits de meilleure qualité. Il s'agira aussi d'accompagner l'interprofession pour son déploiement sur l'ensemble du territoire. La meilleure organisation de la filière bétail-viande en vue de la transformation et commercialisation des produits est l'ambition affichée par les acteurs. Une idée soutenue d'ailleurs par le représentant de l'APECAM qui a suivi l'ouverture des travaux. Nous voulons encore étendre la lutte contre les tracasseries. Et nous avons beaucoup de nos cheptels qui se retrouvent dans d'autres pays voisins. Nous, en termes de perspective, nous voudrons vraiment, avec l'appui de l'État, des partenaires techniques et financiers, aller vraiment à un développement des aménagements pastoraux, l'accès à l'eau et lutter contre les feux de brousse pour que notre cheptel puisse rester au Mali et puisse servir aussi les Maliens. L'accès à l'alimentation du cheptel est aujourd'hui la plus grande difficulté à laquelle la fêtière bétail-viande fait face. Les acteurs veulent mettre des mécanismes en place pour faire face à l'alimentation du bétail. Le gouverneur de la région de Badiangara a rencontré dans le cercle de Koro les forces vives de la région. L'initiative vise à toucher du doigt les préoccupations majeures des populations et envisager des solutions possibles. Idrissa Keita et Salif Sankaré. C'est dans une ambiance festive que les populations ont accueilli le gouverneur et sa délégation en visite de travail dans le cercle de Koro. Un cadre qui vise à recenser les préoccupations majeures et dégager des perspectives. L'État veut mettre au cœur les légitimités traditionnelles pour leur donner toute leur importance au sein de la société en vue de créer les conditions de la construction de notre nation à partir de la base. Il y a des secteurs qui sont transférés, tels que l'hydraulique, tels que l'école, la santé. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les plateaux techniques? Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions de vie dans le milieu scolaire? Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour ouvrir une école dans une zone? Le cadre a été mis à profit par les autorités administratives, politiques et les forces vives du cercle de Koro de partager leurs préoccupations au nombre desquelles l'insécurité, l'amélioration des conditions de vie des populations et le retour des déplacés. J'ai un sentiment de satisfaction parce que le gouverneur a pris en gros les préoccupations de toute la population de Koro, y compris celles des femmes. Le gouverneur dit avoir pris bonne note. Le fait qu'en tout cas, il a pu écouter toutes les sensibilités en tout cas de Koro, c'est quand même un honneur qui est là. Et je pense que les solutions idoines doivent être prises. Et il a besoin aussi de l'accompagnement de tout un chacun. À toutes les préoccupations, des assurances en lien avec les efforts du gouvernement de la transition ont été données par le gouverneur. La remise d'attestations et médailles aux légitimités traditionnelles
du cercle de Koro a bouclé la visite du travail du gouverneur de Bandiagara à Koro. Sur l'initiative du ministère de la Justice, les acteurs de la justice des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudini se concertent dans la cité des 333 saints. Cette session permettra à ces hommes de droit d'échanger et trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Najim Babasissé. Cette deuxième rencontre du cadre de concertation des acteurs de la justice tenue à Tombouctou a regroupé les juridictions des régions du Nord et les acteurs de la justice informelle. Il s'agit à travers ce cadre d'instaurer tout d'abord un échange sur les recommandations formulées lors de la première rencontre tenue à Gao en septembre dernier. Ensuite, contribuer à réduire l'écart entre les pratiques de la justice traditionnelle et l'administration formelle dans le souci d'outiller ces acteurs d'expériences enrichissantes pour une meilleure collaboration dans les conditions définies par la loi. Il est important en effet d'assurer une présence efficace et très proche du justiciable, sans occulter les avantages des mécanismes alternatifs de règlement des conflits, notamment par la justice traditionnelle. Aussi, compte tenu de la situation actuelle, il est urgent de réintroduire dans les régions du Nord des préalables au retour définitif de la justice formelle pour un renforcement de l'autorité de l'État sur tout le territoire national. La tenue de cette rencontre suscite un grand espoir chez les autorités régionales. J'ose espérer que ce cadre de concertation des acteurs de la justice des régions du Nord serve de tremplin pour jeter les bases de la complémentarité entre la justice formelle et celle traditionnelle de nos cadis, qui occupe une place importante dans le vaste chantier de refondation du Mali, si cher aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature. Auparavant, le chef du bureau régional de la MINUSMA avait procédé à la remise des ouvrages réhabilités et équipés du tribunal de grande instance de Tombouctou et de la justice de paix à compétence étendue de Diré, dont le coût de réalisation s'élève à plus de 170 millions de francs CFA. Ce projet initié par le cadre de concertation des acteurs de la chaîne pénale de la région de Tombouctou, avec l'appui technique de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA, vise à contribuer à la restauration de l'autorité de l'État par l'amélioration des conditions de travail et à offrir un cadre de travail sécurisé aux magistrats et aux autres personnels judiciaires. Ce rendez-vous du donner et du recevoir s'étend sur 2 jours et permettra à ces acteurs des 2 domaines de la justice de se familiariser et confronter leurs avis. Comment financer les projets relatifs à l'insertion des jeunes dans les filières agricoles? La question est abordée par les responsables du Conseil régional de Ségou et c'est de la coopération luxembourgeoise LuxDev. Foussini Samake. L'insertion des jeunes et le soutien aux chaînes de valeurs agricoles sont au cœur des programmes mis en œuvre par le Conseil régional de Ségou à travers la coopération luxembourgeoise LuxDev. Cela passe par le financement des projets productifs d'initiatives privées, individuelles ou collectives pour insérer les jeunes dans les filières d'opportunités d'emploi. C'est pour financer des initiatives portées par des jeunes, des femmes des EAF et des micro et petites entreprises. C'est vraiment des filières d'opportunités d'emploi dans la région, donc qui seront financées par le conseil régional, donc à travers des dispositifs, des partenaires qui seront mis en appui pour vraiment soutenir l'insertion des jeunes dans les métiers liés aux filières agricoles. Les règles et mécanismes de subvention et de garantie mis en place sont harmonisés dans le cadre du programme de LuxDev. Le fait d'installer, de former les jeunes et de les installer est une épine de moins dans nos pieds parce que notre raison d'être est de pouvoir développer. Et en développement, il faut passer par les jeunes et les femmes. La phase d'extension du programme MLI 022 vise l'insertion de 500 jeunes dans l'auto-emploi ou dans les activités génératrices de revenus par une approche de parcours d'insertion économique basée sur les résultats des bilans de compétences. Les filières retenues pour ces procédures de financement sont les filières riz, sésame, fonio, embouche, aviculture et maraîchage dans les régions de Ségou et de Sang. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le coût de 2 infrastructures qui viennent d'être inaugurées par le ministre de l'économie
et des finances. Les bâtiments inaugurés sont les sièges de la recette générale du district et la paierie générale du Trésor. En inaugurant ces joyaux, le gouvernement apporte ainsi une réponse aux revendications de la section syndicale des travailleurs du Trésor. Mamadou Fane. La direction des recettes générales du district et la paierie générale du Trésor se logent dans du neuf. 2 nouveaux bâtiments viennent ainsi d'être inaugurés aujourd'hui par le ministre de l'Économie et des Finances. Ces infrastructures constituent une grande avancée dans le vaste chantier de la modernisation de la gestion des finances publiques et l'amélioration du cadre de travail des agents de l'État. Assurément, le rêve devient une réalité pour le personnel du Trésor et les usagers. La construction du nouveau siège de la RGD et de la PGT, dont la pose de la première pierre a été faite le 18 février 2019, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail que les anciens bâtiments ne pouvaient assurer. C'est le lieu aussi, Monsieur le ministre, de remercier tous nos aînés, les aînés du Trésor ici présents, pour les services rendus à la nation. Donc nous aurons toujours besoin de leurs expériences pour mener à bien les différentes réformes. Bâtis sur une superficie de 6300 m², ces joyaux érigés chacun en R+6 comptent 82 bureaux, des salles de réunion, des salles d'archivage et d'autres commodités pour un coût de plus de 4,6 milliards de francs CFA, dont 500 millions pour l'équipement entièrement financier sur le budget de l'État. La recette générale du district encaisse plus de 80% des recettes budgétaires de l'État aujourd'hui, et que la paierie générale paye plus de 90% des dépenses de l'État aujourd'hui. Donc ce qui fait que c'était des structures qui étaient très mal logées. Il y avait la paierie générale qui était logée au Dibida dans des conditions très difficiles. Et les recettes générales du district n'avaient pas de domicile, étaient obligées de vaquer dans plusieurs sites en location. Donc c'était indispensable. La réalisation de ces infrastructures est une réponse aux doléances de la section syndicale du Trésor depuis quelques années. Le ministre a saisi l'occasion pour appeler les travailleurs à redoubler d'efforts avant de procéder à la visite des locaux. La 19e édition du festival sur le Niger Ségou Art a été lancée cet après-midi. Lors de cette cérémonie, les 3 lauréats du concours Ségou Art ont été primés. Patrimoine et créativité, c'est le thème de cette édition qui symbolise le retour à l'ancien format de l'un des plus grands festivals d'Afrique. Cheikh Oumar Sankari. C'est sous les notes du légendaire ensemble instrumental national du Mali sur la grande scène d'Amazon au bord du fleuve nourricier qui donne son nom à l'événement qu'est officiellement lancé le festival de Ségou. Au bout d'une vingtaine d'années, le festival sur le Niger est devenu un facteur de développement économique et socio-culturel de la cité de Balanzan. C'est pourquoi Ségou est fier de son festival et le maire a tenu à le faire savoir. Ce festival Ségou Art sur le Niger s'impose aujourd'hui comme un événement majeur en Afrique, dans le monde, comme moteur du développement socio-économique, un facteur de croissance, de création de richesses, d'emplois, un facteur de paix et de cohésion sociale. C'est un événement qui continue de jouer un rôle prépondérant dans le renforcement de l'image de marque du Mali, berceau de l'histoire, des civilisations et des traditions millénaires, malgré ces crises multidimensionnelles passagères qui affectent tout le monde entier. Avec plus de 30 pays participants et le retour de l'ensemble des activités traditionnelles, le festival sur le Niger 2023 réaffirme la volonté de Ségou d'être la capitale culturelle du Mali. En témoigne la tenue récente de la rentrée de la diplomatie culturelle que la ville a abritée. Les activités de cette 19e édition se tiennent sous le thème patrimoine et créativité. Ce thème vise à nous donner les outils d'identification des éléments du patrimoine culturel immatériel susceptibles d'orienter, d'influencer et d'amplifier la créativité, toutes choses qui participent à la création d'un futur meilleur, non seulement pour la valorisation du patrimoine, mais également le développement humain durable à travers le soutien à l'économie locale. Comme à l'accoutumée, les 3 lauréats du concours Ségou Art ont reçu leur prix. La cérémonie de lancement a pris fin par le vernissage de l'exposition internationale des arts contemporains.
Et c'est le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokalamaga, qui a donné le ton de cette édition au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous l'écoutons bien sûr au micro de Ramata Konaté. Cette rencontre vise par ailleurs, votre rencontre ici, à redynamiser le dialogue entre le Mali et ses partenaires internationaux et à renforcer l'image et la crédibilité de notre pays, malgré les crises multiformes vécues par notre pays ces dernières années. Cet événement culturel est resté constant, j'allais dire résilient. Nous célébrons aujourd'hui la 19e édition du Ségou Art Festival sur le Niger. Je voudrais donc souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous et à toutes à cette grande fête de célébration de la culture malienne. C'est particulièrement un très grand bonheur pour moi de présider la cérémonie actuelle qui s'inscrit en bonne place dans l'agenda culturel du Mali et qui s'impose au fil des éditions comme l'un des grands rendez-vous incontournables au Mali. Le parrain de cette cérémonie vient de m'annoncer qu'il y a 32 nationalités qui sont présentes aujourd'hui. Cela indique clairement que grâce à vous, notre pays n'est pas isolé, contrairement à ce que certains disent. Un autre peuple n'est isolé d'aucun peuple du monde. Le Mali, c'est la terre de tout le monde, tous ceux qui le respectent. Je voudrais vous transmettre, mesdames, messieurs, à tous ceux qui sont présents ici et à travers vous, à tous les Maliens, les salutations fraternelles du président de la transition, à tous nos hôtes, pour l'honneur qu'ils nous font de participer à ce festival, symbole du dialogue entre les peuples, dialogue interculturel et d'intégration. Tout ce que nous faisons part de notre culture. Et le président de la transition a l'habitude de dire au ministre, les Malikoura dont tout le monde parle, le Malikoura auquel tout le monde rêve, c'est d'abord dans la tête. Dans la tête, c'est la culture. C'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais dire que ce festival est certes un moment de divertissement. Après le grand travail, il faut bien se divertir. Il est le symbole de l'unité, du rassemblement, du raffermissement des liens sociaux, d'intégration de nos peuples. C'est 19 ans de tissage de liens, de partage, de brassage et de rencontre. Et c'est pourquoi pour le gouvernement, bien plus qu'un festival, cet événement est un immense chantier, un moment de brassage, d'affirmation de notre identité et de notre diversité culturelle. La tenue de ce festival nous honore et nous réconforte dans la mesure où elle participe de la mise en œuvre de la politique nationale culturelle dont l'un des objectifs stratégiques majeurs est de faire des industries culturelles un levier de développement, de création d'emplois, un facteur de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la coordination des associations féminines CAFO se démarque de toutes les déclarations avancées par Mme Aminata Diko lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. La CAFO condamne les propos qu'elle a tenus qui sont de nature à ternir l'image du Mali et de nos forces armées et qui témoignent à suffisance de servir les ennemis dans leur désir est malsain de déstabiliser notre pays. La CAFO rend grâce aux efforts du gouvernement de la transition pour le renforcement des moyens d'action de nos forces armées. Première assemblée générale constitutive de l'association Mali Fintech, une association qui regroupe désormais les entreprises qui évoluent dans le financement technologique au Mali. C'est Daouda Koulibaly qui est le tout nouveau président de cette association. Les détails avec Souleymane Sidibé. La famille des fintech de l'Afrique s'agrandit.
Après 8 pays de la sous-région, voici le tout nouveau bureau de l'association Mali FinTech mis en place ce mardi. Le bureau est dirigé par le PDG de Sama Money. L'objectif est de fédérer toutes les organisations qui développent une technologie numérique innovante pour optimiser un service financier appelé FIN. Après la mise en place du bureau aujourd'hui, nous nous attellerons très bientôt à une inclusion maximale des entreprises FinTech. Donc nous allons très bientôt identifier toutes les entreprises qui opèrent dans le domaine et les inviter à se joindre à nous, donc à participer à cet effort de création des cadres favorables au développement des FinTech au Mali. Mali FinTech a bénéficié de l'accompagnement de ce qu'on appelle l'Africa FinTech Forum, donc qui est un réseau d'associations de FinTech au niveau africain. L'association Mali FinTech regroupe déjà une vingtaine d'organisations. Elle invite les autres évoluant dans le domaine à se joindre à elle. L'invité de la semaine nous amène ce soir dans l'univers du lyonisme. Le Lions Club International est en effet un club service du bénévole au niveau mondial. Il s'agit d'hommes et de femmes déterminés à rendre service aux personnes nécessiteuses dans leur communauté et à travers le monde. Près d'1,5 million de personnes ont fait ce choix dans 207 pays. Cheikh Nadjawara, gouverneur du district 403A1 du Lions Club International, est l'invité de la semaine sur notre antenne au micro de Yaya Konaté. Il évoque ici la philosophie du mouvement. Je vous propose d'écouter. Nous sommes près de 1,5 million membres dans l'association. Un lion, c'est quelqu'un qui est sensible au sort de l'autre. C'est quelqu'un qui vient en aide à l'autre. C'est quelqu'un qui accepte de partager avec l'autre. Ça, c'est la philosophie de notre association. Alors, il faut comprendre que vous êtes un club de gens fortunés. La question est pertinente parce que je voudrais que les uns et les autres comprennent. Un lion n'est pas forcément quelqu'un de fortuné. C'est notre philosophie qui nous guide. Nous servons juste de trait d'union entre les riches et les pauvres. Expliquer à ceux qui ont eu la chance d'être à l'aise financièrement ou ceux qui ont eu la chance de recouvrer toute leur santé, de penser à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Ça, c'est notre rôle. L'invité de la semaine, donc, juste après cette édition. Si Cheikh Anta Diop était encore vivant, il aurait 100 ans en 2023, l'un des pères idéologiques du panafricanisme les plus audibles et crédibles. La chronique Un jour, une formule l'a ciblé ce jeudi au moment où l'indépendance totale de l'Afrique marche, mais péniblement, et essaie de s'affranchir des forces exogènes et endogènes, pas toujours favorables. Souri Ibrahima Keita. On le dit souvent, nul n'est prophète chez soi, mais on a peut-être oublié d'ajouter que certains en constituent des exceptions. Parmi eux, sans doute, le célébrissime Cheikh Anta Diop. Cet historien, anthropologue et homme politique, né le 29 décembre 1923 à Kéitou, au Sénégal, est décédé le 7 février 1986 à Dakar et qui aurait eu effectivement 100 ans en 2023. La seule chose qui m'intéressait, j'étais habité par la certitude a priori que nous sommes là, sur ce continent, en même temps que les autres, que nous avons toujours vécu ici, que nous sommes des Noirs capables, des hommes capables, aussi capables que les autres. C'était la seule chose que l'on pouvait supposer a priori. Et ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Intellectuel engagé, dès 1947, il s'affiche politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique.
secrétaire général des étudiants du Rassemblement démocratique africain RDA. Quelques années plus tard, il dénonce très tôt l'Union française, défavorable quelle qu'elle soit aux intérêts des Africains. Après l'obtention de son doctorat ès-lettres en 1960, il revient au Sénégal enseigner comme maître de conférence à l'université de Dakar, depuis rebaptisée Université Cheikh Anta Diop UCAD. Et se révèle l'un des principaux instigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal. Toute sa vie durant, il s'échine à apporter les preuves de ce qu'il considère comme une vérité première, montrer l'apport de l'Afrique en général et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. L'une des premières choses d'abord, c'est l'histoire de montrer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça, c'est la première chose. Et surtout, le berceau des sciences aussi. L'autre acquis, c'est comment s'appuyer sur nos richesses pour nous projeter. Et l'une des premières richesses, ce sont nos langues. Comment s'appuyer sur nos langues, sur notre imaginaire, sur notre culture, pour nous positionner, pour créer notre développement, pour créer notre modernité. La troisième question, c'est évidemment l'unité. De montrer que le destin de l'Afrique ne peut se réaliser que dans l'unité. C'était pour montrer qu'on peut, à partir des agriculteurs, qu'on peut toujours se réinventer, qu'on peut toujours se renouveler, qu'on peut toujours se repositionner sur la scène du monde. C'était ça un peu l'intérêt de son travail. L'un des précurseurs de ceux qui ont choisi d'écrire l'histoire africaine précoloniale, il est également l'un des premiers scientifiques africains à faire une application archéologique du carbone 14 en laboratoire dès 1963. Parmi ces nombreuses œuvres qui font école, Nation nègre et culture, Césaire avait dit que c'était l'ouvrage le plus audacieux. Et c'est un ouvrage qui avait créé le déclic dans le monde noir. Ce premier ouvrage servait un peu à remettre les choses à l'endroit par rapport à l'histoire africaine, par rapport à l'histoire du monde. Parce que refaire l'histoire de l'Afrique, c'était refaire tout simplement l'histoire de l'humanité. Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique, parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines, les fondements culturels, techniques et industriels d'un futur État fédéral d'Afrique noire. Je pense que le chemin continue. Il a semé des graines et lui-même il disait qu'il ne faisait que semer, qu'il appelait les autres à continuer, en commençant d'ailleurs par le critiquer, par approfondir ses thèses, sur lesquelles lui-même il revient à des moments, parce que la recherche elle continue. Mais ce n'est pas encore très comment on dirait, timide par rapport à l'ampleur de la tâche, par rapport à l'ampleur du chantier. On va dire qu'il y a des petites avancées, mais qui sont à l'échelle de ce qui nous attend, à l'échelle des potentialités, c'est des avancées encore faibles et timides. Il y a de nouvelles générations peut-être qui émergent sur la scène, qui se sont appropriées les idées de Cheikh Anta Diop et des gens de sa génération, qui, on voit quelquefois, essaient d'aller un peu plus vite que d'autres. Mais le combat doit continuer. Qui disait alors « Il vaut mieux mourir avec ses idées que de vivre avec celles des autres ». On est sûr au moins, Cheikh Anta Diop est mort avec les siennes, panafricaniste jusqu'aux ongles vrais. Désormais, à retrouver dans vos kiosques une nouvelle parution dénommée Sahel Kunafoni, un hebdomadaire d'information générale apparaissant bien sûr les jeudis. Dans ce premier numéro, vous pourrez lire un éditorial, la ligne du journal, des sujets sur les 3 grands principes qui guident les autorités de la transition à la coopération Mali et la visite de la délégation de l'Union africaine ici à Bamako. Bon vent à nos confrères de Sahel Kunafoni. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.